Je me souviens de l'heure exacte. 7h43 du matin. Le plateau du petit déjeuner était encore intact sur ma table de chevet, les œufs brouillés refroidissaient. Mon frère Preston se tenait près de la fenêtre, consultant son téléphone comme s'il s'agissait d'une simple réunion d'affaires de plus à laquelle il devait assister. Papa tenait un dossier manille épais de factures médicales, l'agitant comme une preuve dans un tribunal. 300 000 $ minimum, continua-t-il, sa voix aussi plate que s'il discutait d'un devis de réparation automobile dans son garage. C'est avant les complications, avant les traitements expérimentaux. Si la première série échoue, nous perdrons la maison, l'entreprise, tout ce pourquoi Preston a travaillé. La retraite de ta mère, pourquoi? Une chance de 60% que tu survives. Ma mère, Judith, la femme qui avait l'habitude de vérifier ma fièvre sur mon front et de me préparer une soupe au poulet quand j'avais la grippe, hochait simplement la tête en signe d'approbation. Elle ne voulait pas me regarder, pas une seule fois. Maman, ai-je réussi à dire à travers mes lèvres gercées. La chimio avait déjà commencé à détruire ma gorge. Tu vas vraiment me laisser seule ici? Elle s'est tournée vers le mur. Ton père a raison. Nous devons penser à l'avenir de la famille. Preston a finalement levé les yeux de son téléphone. Ce ne sont que des maths, Colt. Une vie contre 3. Parfois, il faut faire des choix difficiles. Ils sont sortis ce matin-là et ne sont jamais revenus. Ils ont changé leur numéro le jour même, ont déménagé sans me dire où, ont même convaincu ma petite amie Meredith que rester avec moi ruinerait sa vie aussi. En l'espace de 3 heures, je suis passé d'avoir une famille à n'avoir absolument personne. La semaine dernière, 5 ans après ce matin-là, un avocat en costume Armani a frappé à la porte de mon appartement. Harrison Aldridge, c'est ainsi qu'il s'est présenté, d'un cabinet du centre-ville devant lequel je ne pouvais même pas me permettre de passer. Il avait ce sourire, doux mais entendu, et tenait une mallette en cuir qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Colton Ryder, a-t-il demandé, et quand j'ai hoché la tête, soupçonnant qu'il s'agissait d'une dette médicale que j'avais oubliée, il a dit quelque chose qui m'a coupé les jambes. Je suis ici au sujet d'un héritage de 63 millions de dollars qui vous a été spécifiquement laissé. J'ai ri. J'ai vraiment ri, parce que faire d'autre quand la vie vous joue des tours aussi cruels? Mais Harrison ne riait pas. Il a sorti document après document, des sceaux officiels et des signatures couvrant des papiers que j'avais à peine le temps de traiter. Le donateur, dit-il, toujours avec ce doux sourire, a spécifiquement demandé que je vous livre personnellement son dernier message. Il voulait que vous sachiez que Samuel Avsham, le concierge de nuit qui nettoyait votre chambre d'hôpital pendant vos traitements, n'a jamais oublié le garçon qui a été abandonné mais a refusé de baisser les bras. Le garçon que tout le monde disait trop cher à sauver. Sam, le vieil homme tranquille qui passait la serpillière sur mon sol à minuit et me glissait des crackers quand je ne pouvais pas me payer à dîner. Le concierge qui s'asseyait avec moi pendant les pires nuits de chimio, quand la douleur me donnait envie de mourir. Il valait 63 millions de dollars et il m'a laissé chaque centime. Le gamin dont le propre père a calculé ma vie sur une application de calculatrice et a décidé que je ne valais pas l'investissement. Mais j'anticipe. Pour comprendre pourquoi un concierge d'hôpital m'a laissé des millions, vous devez comprendre ce qui s'est passé au cours de ces 5 années entre l'abandon et l'héritage. Vous devez savoir ce que c'est que de survivre seul au cancer à 19 ans, de cumuler 3 emplois tout en empoisonnant son corps avec la chimiothérapie, de prouver que vous valez la peine d'être sauvé quand tous ceux qui devraient vous aimer ont décidé que non. Mon nom est Colton Ryder. J'ai 24 ans. Il y a 5 ans, ma famille m'a abandonné dans un lit d'hôpital parce que le cancer me rendait trop cher. La semaine dernière, je suis devenu multimillionnaire parce qu'un étranger a vu ma valeur là où mon propre sang ne pouvait pas. Voici cette histoire. La vie à 19 ans n'était pas censée être compliquée. J'avais tout prévu, ou du moins c'est ce que je pensais. Du lundi au vendredi, je travaillais comme apprenti charpentier chez Brennan Construction, apprenant à monter des charpentes de maison et à installer des armoires sur mesure. Mes mains devenaient rugueuses et habiles, couvertes de callosités que je portais comme des insignes d'honneur. Mon patron, Rick Brennan, disait que j'avais un talent naturel, que je pourrais diriger ma propre équipe à 25 ans si je continuais à travailler dur. Les week-ends appartenaient à Meredith, ma petite amie depuis le lycée. Nous montions dans les montagnes avec ma Ford Ranger déglinguée, trouvions des sentiers cachés et parlions de notre avenir. Elle étudiait pour devenir infirmière au Community College pendant que j'économisais de l'argent pour une école de métier. Nous avions tout un plan. Se marier à 23 ans, acheter une maison à rénover que je restaurerais moi-même,
avoir des enfants à 27 ans. Des rêves simples, mais c'étaient les nôtres. Chaque vendredi soir, sans faute, je me présentais chez mes parents sur Maple Street pour le dîner. La même maison en briques où j'avais grandi, où ma taille était encore marquée sur le cadre de la porte de la cuisine, et où mes trophées de la petite ligue prenaient la poussière dans le salon. Maman préparait son fameux rôti de bœuf avec ses petites pommes de terre rouges qui s'effritaient sur la fourchette. L'odeur vous saisissait dès que vous entriez, se mêlant à la sueur de pain qu'elle utilisait pour nettoyer et au WD-40 qui suivait papa à la maison depuis son garage automobile. Colton est là, criait maman, même si tout le monde le savait déjà. Mon frère Preston arrivait 15 minutes plus tard, toujours 15 minutes, comme s'il avait calculé le temps exact qui montrait qu'il était occupé mais pas irrespectueux. Il entrait d'un pas arrogant dans son uniforme d'agent immobilier, un costume qui coûtait plus que ce que je gagnais en un mois. Parlant de sa dernière commission ou d'un projet de développement qui allait le rendre riche. Le petit frère joue toujours avec le bois. Plaisantait Preston, en m'ébouriffant les cheveux comme si j'avais encore 12 ans. Tu sais que je pourrais te trouver un vrai travail, n'est-ce pas? Porteur une cravate, gagner de l'argent réel. Il faut bien que quelqu'un construise les maisons que tu vends. Je rétorquais, et papa gloussait depuis son fauteuil, une bière à la main. Papa, Vernon Ryder, était un homme simple avec des doigts tachés d'huile et des opinions bien arrêtées sur le travail acharné. Il avait bâti son garage de réparation automobile à partir de rien, en commençant dans notre garage quand j'avais 5 ans pour s'étendre à un véritable atelier avec 3 bails et 2 employés au moment où j'entrais au lycée. Il croyait qu'il fallait gagner sa vie, payer ses dettes et ne jamais accepter la charité. La valeur d'un homme réside dans son travail, disait-il. La même phrase répétée si souvent qu'elle était devenue un évangile familial. Maman travaillait comme directrice de magasin chez Davison, le grand magasin du centre-ville. 30 ans de présence parfaite, et pas un seul jour de maladie, mentionnait-elle fièrement. Judith Ryder croyait en la sécurité avant tout. Des salaires réguliers, une bonne assurance, des fonds de pension. Elle avait des feuilles de calcul pour les budgets du ménage remontant à 1995. Chaque dépense suivie et catégorisée. Prévoir le pire, espérer le meilleur, nous disait-elle, généralement en mettant à jour ses classeurs financiers à code couleur. Les maux de tête ont commencé en mars, juste autour de mon 19e anniversaire. Juste une pression derrière mes yeux au début, du genre que l'on ressent après avoir regardé des plans trop longtemps ou respiré trop de sueur de bois. Je prenais des Advil comme des bonbons et continuais à travailler. Rick m'a vu grimacer un jour en utilisant la scie sur table. « Ça va, gamin ?» a-t-il demandé en éteignant la machine. « Juste un mal de tête », ai-je dit, cherchant déjà à redémarrer la scie. Mais ils ont empiré. Des douleurs aiguës et lancinantes qui me faisaient voir des étoiles. Des nausées qui frappaient sans crier gare. Je devais m'asseoir au milieu du transport de bois, me tenant la tête pendant que le monde tournait. Meredith m'a supplié de voir un médecin, mais j'avais l'entêtement de mon père en matière de soins médicaux. Une perte d'argent pour que quelqu'un me dise de me reposer et de boire de l'eau, insistais-je. Puis est venu le 15 avril, le jour des impôts, ironiquement, compte tenu de la façon dont cette date allait finalement figurer dans la comptabilité de ma vie. J'installais des moulures de plafond dans une maison personnalisée, sur une échelle avec mon pistolet à clous, quand le monde est devenu noir. Rick a dit que j'étais tombé de 2,5 mètres, tout droit, comme si on avait coupé mes ficelles. Le pistolet à clous a tiré quand j'ai touché le sol, manquant ma jambe de quelques centimètres. Je me suis réveillé à l'hôpital général de Denver avec le docteur Patricia Knoll debout au-dessus de moi, son visage soigneusement composé de cette manière que les médecins perfectionnent lorsqu'ils ont de mauvaises nouvelles. Maman était assise sur la chaise à côté de moi. Papa se tenait près de la fenêtre et Preston s'appuyait contre le cadre de la porte comme s'il planifiait déjà sa sortie. Colton, commença le docteur Knoll, votre scanner a montré des anomalies dans vos ganglions lymphatiques. Nous avons fait des tests supplémentaires. J'ai bien peur que vous ayez un lymphome de Hodgkin de stade 2. Cancer, le mot flottait dans l'air stérile entre nous, lourd comme du plomb. La main de maman a trouvé la mienne, la serrant si fort que je sentais son alliance s'enfoncer dans ma paume. L'expression de papa n'a jamais changé, mais je l'ai vu sortir son téléphone, ses doigts se dirigeant déjà vers l'application de la calculatrice. Les 3 premières semaines de traitement m'ont donné de l'espoir. La chimiothérapie était brutale, certes, mais je pouvais la supporter. Les infirmières de l'hôpital général de Denver me connaissaient par mon nom, m'apportaient des couvertures supplémentaires et m'apprenaient des astuces pour gérer les nausées.
J'avais des appels FaceTime avec Meredith entre ses cours, et elle me montrait ses notes de l'école d'infirmière, m'expliquant ce que chaque médicament faisait à mon corps. Maman venait me voir chaque matin avant son service chez Davison, apportant des muffins faits maison que je ne pouvais pas garder, mais que j'appréciais quand même. Même Preston est passé 2 fois, me tapotant maladroitement l'épaule et laissant des magazines sportifs qu'il avait pris dans la boutique de cadeaux de l'hôpital. Mais quelque chose changeait à la maison. Je le sentais dans la façon dont les visites de papa devenaient plus courtes. Comment il passait plus de temps dans le couloir au téléphone que dans ma chambre. Les sourires de maman devenaient forcés. Ses yeux étaient rougis, non pas de pleurer à cause de mon diagnostic, mais à cause de ce qui ressemblait à des disputes. Preston a complètement cessé de venir après la 2e semaine. Puis est arrivé le 8 mai, un mercredi matin qui a commencé par une activité inhabituelle. Je me suis réveillé pour trouver toute ma famille dans ma chambre d'hôpital avant 7 heures du matin. Papa tenait un dossier manille épais de papier. Maman se tenait derrière lui, le visage tourné vers la fenêtre. Preston était assis dans le fauteuil des visiteurs, faisant défiler son téléphone avec une concentration déterminée. « Il faut qu'on parle, mon fils », commença papa, et son ton était le même que celui qu'il utilisait pour licencier des employés à son garage. Il ouvrit le dossier, étalant des papiers sur le plateau de mon lit d'hôpital. Des factures médicales, des relevés d'assurance, des options de plan de paiement, tout était surligné et annoté de son écriture précise. J'ai examiné les chiffres avec notre compagnie d'assurance et le service de facturation de l'hôpital. Ton traitement, même avec notre assurance couvrant 70%, nous coûtera environ $300 000. C'est si tout se passe parfaitement. Pas de complications, pas de séries supplémentaires, pas de traitements expérimentaux. Je l'ai regardé sortir son téléphone, ouvrant l'application de la calculatrice dans laquelle il vivait depuis des semaines. La maison vaut 420 000. Nous devons 200 000 sur l'hypothèque. Le garage atteint à peine l'équilibre la plupart des mois. Le compte de retraite de ta mère à 80 000. Le mariage de Preston est déjà fixé pour l'année prochaine. Les acomptes sont payés. Papa, on peut trouver une solution, ai-je dit, ma voix rauque à cause du tube qu'il m'avait mis dans la gorge lors de la procédure de la veille. Je pourrai travailler quand je serai guéri. Les plans de paiement existent pour une raison. Vernon secoua la tête. Tu ne comprends pas, Colton. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de survie. La survie de la famille. Il posa son téléphone, me regardant droit dans les yeux pour la première fois ce matin-là. Ton taux de survie au stade 2 est de 60%. Cela signifie qu'il y a 40% de chances que nous détruisions tout ce que 3 générations d'écrivains ont construit pour rien. 4. Rien. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quel effet secondaire de la chimiothérapie. Je suis ton fils. Et Preston est mon fils aussi, rétorqua papa. Ta mère est ma femme. Je dois penser à tout le monde, pas seulement à toi. Maman se tourna enfin de la fenêtre, des larmes coulant sur son visage, mais sa voix était ferme. Nous avons pris notre décision, Colton. Nous ne pouvons pas tout risquer. Tu es jeune. Si les traitements ne fonctionnent pas, nous aurons tout perdu. La maison, l'entreprise, l'avenir de Preston, notre retraite. Nous serons à la rue à 50 ans. Preston leva enfin les yeux de son téléphone. C'est de l'économie de base, Colt. Les besoins du plus grand nombre l'emportent sur les besoins de quelques-uns. J'ai 3 projets de développement en cours qui pourraient me mettre à l'abri pour la vie, mais pas si je dois tout liquider pour aider avec les dettes médicales. Vous m'abandonnez, ai-je dit, la réalité s'installant comme de la glace dans mes veines. Vous choisissez vraiment l'argent plutôt que ma vie. Nous choisissons la survie de la famille plutôt qu'un pari à 60%. Corrigea Vernon, sa voix d'un calme exaspérant. Tu es trop cher à sauver, mon fils. Le calcul ne marche pas. Ces mots allaient résonner dans ma tête pendant des années. Trop cher à sauver. Comme si j'étais une transmission cassée dans son garage, ne valant pas le coût des pièces et de la main-d'œuvre. Et l'amour? Ai-je demandé, désespéré maintenant. Et la famille qui reste soudée? Et tous ces dîners où vous disiez que la famille passait en premier? C'est ça, faire passer la famille en premier, dit papa, en rangeant déjà ses papiers. La famille qui a les meilleures chances de survie. Nous en avons terminé ici, Colton. Nous ne reviendrons pas. N'essaie pas de nous contacter. Nous changeons nos numéros et nous déménagerons dans le mois.
Preston nous a trouvé un endroit à Castle Rock. Ta mère a déjà été transférée dans un autre magasin d'Avison. Maman s'approcha de mon lit une dernière fois, se penchant comme si elle allait m'embrasser sur le front. Au lieu de cela, elle murmura, « Je suis désolé que tu sois tombé malade, mais nous ne pouvons pas te laisser nous entraîner tous dans ta chute. » Parfois, aimer signifie laisser partir. Ils sortirent de ma chambre en file indienne. Papa d'abord, le dossier sous le bras, maman derrière lui, sans jamais se retourner. Preston en dernier, s'arrêtant juste assez longtemps à la porte pour dire, « Pour ce que ça vaut, j'espère que tu t'en sortiras. Fais-le juste sans nous. » La porte se referma avec un déclic et j'étais seul. Complètement, absolument seul, avec du poison coulant dans mes veines et des machines bipant autour de moi, abandonné par les gens qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. Les premières 24 heures après leur départ, j'ai voulu mourir. Pas à cause du cancer, mais à cause de l'abandon. Je suis resté allongé dans ce lit d'hôpital, fixant les dalles du plafond, les comptant encore et encore parce que c'était plus facile que de penser à la façon dont mon père avait calculé ma valeur sur une application de calculatrice et m'avait trouvé insuffisant. Les infirmières savaient que quelque chose s'était passé. Elles chuchotaient dans les couloirs, m'apportaient des jus de fruits supplémentaires et venaient me voir plus souvent que ne l'exigeait le protocole médical. Puis Béatrice Washington est entrée dans ma chambre. C'était une assistante sociale de l'hôpital, âgée de 62 ans, avec des tresses argentées enroulées en couronne autour de sa tête et des lunettes qui grossissaient ses yeux bruns. Elle a tiré une chaise jusqu'à mon lit, assez près pour que je puisse sentir sa lotion pour les mains à la lavande et à prononcer les mots qui m'ont sauvé la vie. Mon grand, j'ai entendu ce qui s'est passé. Maintenant, tu peux rester là et laisser ces salauds avoir raison, ou tu peux te lever et prouver que certaines choses ne peuvent pas être calculées en dollars et en cents. Ils ne reviendront pas, lui ai-je dit, la voix creuse. Tant mieux, dit Béatrice, de manière surprenante. Maintenant, tu n'auras pas à gaspiller ton énergie pour des gens qui ne te méritent pas. Parlons plutôt de ce que tu vas faire. Elle ouvrit un classeur plus épais que le dossier de facture de mon père. Mais au lieu de raisons d'abandonner, il était rempli de solutions. Des demandes d'aide caritative, des options de plans de paiement, des fondations qui aidaient les jeunes patients atteints de cancer, des emplois à temps partiel que je pouvais faire depuis un lit d'hôpital. L'hôpital a un programme d'aide financière qui peut couvrir jusqu'à 60% de vos factures si vous êtes éligible. Et mon grand, tu es éligible. Pour le reste, nous trouverons des plans de paiement de 20 $ par mois si c'est tout ce que tu peux te permettre. Ils veulent leur argent, mais ils le veulent de la part de patients vivants qui peuvent réellement payer quelque chose, pas de ceux qui sont morts et ne peuvent rien payer. Pourquoi vous en souciez-vous? Lui ai-je demandé. Parce qu'il y a 30 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein, dit-elle en retroussant sa manche pour me montrer un petit tatouage de phénix sur son poignet. Mon mari m'a quitté aussi. Il a dit qu'il n'avait pas signé pour être infirmier. Mais tu sais quoi? Je suis toujours là, il en est à son 3e divorce. La meilleure vengeance n'est pas de mourir pour leur donner raison. C'est de vivre pour leur prouver qu'ils ont tort. Cette nuit-là, Béatrice m'a apporté un ordinateur portable, des objets trouvés et m'a aidé à établir un plan. Je combattrai le cancer avec tout ce que j'avais, mais je combattrai aussi la dette. Chaque jour entre les traitements, je travaillerai. Les emplois de saisie de données que je pouvais faire depuis mon lit payaient 15 $ de l'heure. La transcription médicale payait 18 $. Le tutorat en ligne pour les lycéens en mathématiques et en compétences de base en charpenterie payait 20 $. Mais d'abord, a dit Béatrice, tu as besoin d'une raison de survivre plus grande que la rancune. Elle avait raison. La rancune pouvait démarrer le moteur, mais elle ne pouvait pas alimenter tout le voyage. J'ai trouvé ma raison le lendemain lorsque Timothy, un garçon de 7 ans atteint de leucémie, a été installé dans la chambre voisine. Ses parents vivaient à 3 heures de route et ne pouvaient venir que le week-end car ils ne pouvaient pas se permettre de manquer le travail. Je l'ai regardé dîner seul, coloriant des livres de super-héros tout en étant attaché à une potence à perfusion. J'ai roulé ma potence jusqu'à sa chambre et lui ai demandé s'il voulait de la compagnie. Nous avons passé 3 heures cette nuit-là à construire une tour avec des gobelets à médicaments et des abaisse-langues. Quand elle s'est finalement effondrée, son rire a rempli tout le service. C'est à ce moment-là que j'ai su que je survivrais pour aider des enfants comme Timothy. Des enfants dont les familles ne pouvaient ou ne voulaient pas être là. La chimiothérapie a empiré avant de s'améliorer. 6 mois se sont étendus à 8, puis à 10. Mes cheveux tombaient par poignées. Mon poids est passé de 81 à 52 kg.
Certains jours, la nausée était si forte que je ne pouvais travailler qu'1 heure avant de m'évanouir. Mais j'ai continué. Entre les traitements, je remplissais les rayons d'une épicerie ouverte 24 heures sur 24, utilisant ma potence à perfusion comme une canne improvisée. Je livrais les journaux à 4 heures du matin parce que l'air frais du matin aidait avec les sueurs de la chimio. Je faisais de la saisie de données jusqu'à ce que mes yeux me brûlent et que mes doigts se crampent. Sam, le concierge de nuit, est devenu mon compagnon silencieux. Il passait la serpillière dans ma chambre vers minuit, prenant toujours plus de temps, s'asseyant parfois dans le fauteuil des visiteurs pendant sa pause. Il parlait rarement au-delà d'un salut marmonné, mais il laissait des crackers sur ma table de nuit quand il remarquait que j'avais manqué le dîner à cause du travail. Une fois, je me suis réveillé pour découvrir qu'il avait réparé mon chargeur d'ordinateur portable avec du ruban adhésif et un trombone. « Tu es un battant », a-t-il dit un soir, la phrase la plus longue que j'ai entendue de sa part. C'est rare de nos jours. Meredith a essayé d'appeler une fois, 3 mois après le départ de ma famille. J'ai répondu, désespéré de créer un lien. Colton, ton père est venu voir mes parents. Il a dit que rester avec toi ruinerait mon avenir. Que je passerais la vingtaine à payer tes dettes médicales au lieu de vivre ma vie. Il avait du sens. Tu m'aimes, ai-je demandé. L'amour ne paie pas les factures, a-t-elle dit, faisant écho à la cruauté pratique de mon père. Je suis désolé, mais je dois penser à mon avenir. Après cet appel, j'ai scotché une note sur le miroir de ma salle de bain. Tu vaux la peine d'être sauvé. Chaque matin, après avoir vomi à cause de la chimiothérapie, je la lisais à voix haute. Certains jours, je n'y croyais pas. Mais je le disais quand même parce que Timothy avait besoin de quelqu'un pour construire des tours, et Béatrice croyait en moi. Et quelque part, je devais prouver que ma valeur ne pouvait pas être calculée en dollars. 5 ans se sont écoulés ainsi. 5 ans de journées de travail de 16 heures, de dîner de ramen et de déplacements à pied partout pour économiser l'essence. Le cancer est entré en rémission après 14 mois de traitement. Mais la dette est restée, $200 000, même après les aides caritatives et les réductions négociées. J'ai emménagé dans un studio au-dessus d'un restaurant chinois où l'odeur d'huile de sésame est devenue mon parfum permanent et les murs fins m'ont permis d'apprendre des jurons en mandarin lors des appels téléphoniques nocturnes de mes voisins. Mardi dernier a commencé comme tous les autres jours. 5 heures, tournée de livraison de journaux, 8 heures, service à l'entrepôt, 14 heures, boulot de livraison de nourriture. À 20 heures, je réchauffais mon dîner habituel de ramen instantané avec un œuf cassé pour les protéines quand on a frappé. 3 coups secs, confiant et professionnel. J'ai ouvert la porte pour trouver un homme en costume Armani qui coûtait probablement plus cher que mon loyer annuel. Cheveux argentés parfaitement coiffés, une mallette en cuir qui brillait sous la lumière fluorescente vacillante de mon couloir, et une Rolex qui captait la lumière quand il a tendu la main. Colton Ryder, mon nom est Harrison Aldrich, du cabinet Aldrich et Associés. Je dois discuter d'une affaire d'héritage avec vous. J'ai vraiment ri, le son amer dans le couloir étroit. À moins que mon père ne soit mort et m'ait laissé sa calculatrice, vous vous êtes trompé de personne. Puis-je entrer? Je vous assure que c'est légitime et que cela vous concerne au plus haut point. Quelque chose dans son ton m'a fait m'écarter. Harrison est entré dans mon studio, ses chaussures chères claquant sur le linoléum gondolé. Il a balayé l'espace du regard, observant mon matelas pneumatique dans le coin, la table pliante qui me servait de bureau, les 3 chemises suspendues à une corde que j'avais tendue à travers la fenêtre. Aucun jugement dans son expression, juste de l'observation. Il a posé sa mallette sur ma table pliante et a sorti une pile de documents. Monsieur Ryder, un donateur qui souhaite rester anonyme jusqu'à ce que vous ayez tout entendu vous alléguer l'intégralité de sa succession. C'est une arnaque, ai-je dit immédiatement. Je ne connais personne qui a de l'argent. La personne la plus riche que je connaisse est mon frère, et il ne me donnerait pas $1 si je mourais de faim. Harrison sourit doucement, le genre de sourire qui suggérait qu'il en savait plus qu'il ne le disait. La succession est évaluée à $63 millions. Mes jambes ont flanché. Je me suis effondré sur ma chaise pliante, le métal grinçant sous le poids soudain. 63 millions? C'est impossible. Qui me laisserait quoi que ce soit, et encore moins une telle somme? Avant de révéler l'identité du donateur, il voulait que je partage son histoire. Harrison a sorti une lettre manuscrite, l'écriture tremblante mais déterminée. Le donateur est né en 1951 dans la campagne du Nebraska. A abandonné le lycée pour subvenir aux besoins de sa famille.
A travaillé comme concierge pendant 40 ans tout en bricolant de l'électronique dans son garage le soir. Il détenait 17 brevets pour des dispositifs médicaux, en particulier dans le domaine des systèmes d'administration de chimiothérapie. Ses inventions ont sauvé des milliers de vies et généré des centaines de millions de dollars en frais de licence. Mes mains ont commencé à trembler. Samedi, Harrison a hoché la tête. Samuel Havsham. Il nettoyait votre chambre d'hôpital pendant vos traitements. Sam était millionnaire. Les mots semblaient impossibles. Sam, qui portait le même uniforme gris chaque nuit, qui mangeait des sandwichs de distributeur pour le dîner, qui marmonnait à propos de circuits imprimés en passant la serpillière. Monsieur Havsham vivait simplement par choix, expliqua Harrison. Il n'avait pas de famille, pas d'enfants. Il a passé 40 ans à regarder des patients se battre pour leur vie. Mais vous avez attiré son attention. Il a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un se battre aussi durement avec si peu de soutien. Il s'asseyait dans votre chambre pendant ses pauses, vous regardant travailler sur votre ordinateur portable, même lorsque vous pouviez à peine rester conscient. Harrison a sorti un autre document. Il a laissé des instructions très spécifiques. L'intégralité de la succession vous revient, mais à une condition. Vous devez en utiliser une partie pour créer une fondation pour les patients médicaux abandonnés. Il a écrit, et je cite, « Colton Ryder a été jugé trop cher à sauver par ceux qui auraient dû l'aimer le plus. Il a prouvé que la valeur d'une vie humaine ne peut pas être calculée en dollars. Cet argent garantira qu'aucun patient ne se battra plus jamais seul. » Des larmes coulaient sur mon visage maintenant, et je n'ai pas essayé de les arrêter. Il s'asseyait avec moi. Pendant les pires nuits, quand je vomissais du sang et que je voulais mourir, il s'asseyait juste là. Il ne disait jamais grand-chose, il s'asseyait juste là pour que je ne sois pas seul. Il y a plus, dit doucement Harrison. Monsieur Havsham tenait un journal. Il a souvent écrit sur vous. Il m'a tendu un carnet usé. Je l'ai ouvert à une page au hasard. L'écriture tremblante de Sam remplissait les lignes. Le garçon a travaillé sur son ordinateur jusqu'à 3 heures du matin, même s'il avait eu une chimio 6 heures plus tôt. Sa famille n'est pas venue le voir depuis 4 mois. Il ne sait pas que j'ai légèrement augmenté la dose de morphine quand la douleur est devenue trop forte. Il ne sait pas que j'ai payé ses antibiotiques quand son assurance a refusé de les couvrir. Il ne connaît pas sa propre valeur, mais moi, je la connais. Elle est incommensurable. Quand est-il mort? Ai-je demandé, la voix brisée. Il y a 2 semaines. Cancer du pancréas. Il a refusé le traitement. Il a dit qu'il avait assez vécu et voulait que son argent aille à la vie, pas à prolonger la mort. Ses derniers mots étaient pour vous. Il a dit, dites à Colton que son père avait tort. Il valait la peine d'être sauvé. Il valait tout. J'ai serré le journal contre ma poitrine, sanglotant pour le concierge silencieux qui avait vu ma valeur là où mon propre sang ne le pouvait pas. Le chèque a été encaissé le lendemain matin. 63 millions de dollars sur un compte à mon nom, le même nom que mon père avait renié 5 ans plus tôt. Le directeur de la banque m'a même appelé personnellement pour confirmer que ce n'était pas une erreur, se demandant probablement pourquoi quelqu'un avec autant d'argent vivait au-dessus d'un restaurant chinois et mangeait des ramen pour le dîner. Mon premier appel a été pour Beatrice Washington, l'assistante sociale qui m'avait sauvé la vie avec son classeur rempli de solutions et son refus de me laisser abandonner. Elle a répondu à la 2e sonnerie, sa voix chaleureuse comme toujours. Colton, mon grand, comment vas-tu? Beatrice, vous êtes assise? Ai-je demandé. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal. J'ai besoin que vous fassiez une liste de tous les patients de votre programme d'aide caritative qui ont des difficultés avec leur dette médicale. Absolument tous. Cela fait plus de 200 personnes. Colton, qu'est-ce que tu prépares? Je vais tout payer. Chaque centime de dette médicale pour chacun d'entre eux. Le silence a duré si longtemps que j'ai cru que nous avions été coupés. Puis je l'ai entendu pleurer. Colton, que s'est-il passé? Tu as braqué une banque? Non, mais un concierge nommé Sam Havsham m'a légué toute sa succession parce qu'il croyait que je valais la peine d'être sauvé quand ma famille ne le pensait pas. Maintenant, je vais m'assurer que tout le monde sache qu'il valent la peine d'être sauvé aussi. En 1 semaine, j'avais créé la fondation Havsham pour les patients médicaux abandonnés. La paperasse était écrasante, mais j'ai engagé le cabinet de Harrison Aldrich pour s'en occuper. La fondation fournirait une aide financière,
un soutien émotionnel et des ressources pratiques aux patients dont les familles les avaient abandonnés en raison des coûts médicaux. Plus personne ne mangerait seul des dîners de distributeurs automatiques à Thanksgiving. Plus personne n'aurait à choisir entre la chimiothérapie et la conservation de son appartement. Puis est venu l'appel que j'attendais. Mon frère Preston a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Colton, c'est moi. Ne raccroche pas. Je suis resté silencieux, le laissant combler le vide. On a entendu parler de ton héritage. Papa veut te parler. Maman pleure depuis ce matin. On a fait une erreur. D'accord. On avait peur. Il faut que tu comprennes. 300 000 $, c'était tout ce qu'on avait. Où as-tu entendu ça, ai-je demandé, vraiment curieux car je n'avais rien annoncé publiquement. C'est partout dans les nouvelles financières de Denver. Une succession de 63 millions de dollars transférés à un survivant du cancer de 24 ans. Un journaliste a fait le lien avec toi. Papa l'a vu au garage ce matin. Et maintenant, il veut se réconcilier. On est une famille, Colton. La famille pardonne. Tu ne peux pas nous en vouloir pour une seule erreur pour toujours. Une seule erreur? J'ai senti la vieille colère monter mais j'ai gardé ma voix stable. Vous avez calculé ma valeur sur une application de calculatrice. Papa a dit que j'étais trop cher à sauver. Maman a dit que me laisser partir était de l'amour. Tu as dit que c'était de l'économie de base. Ce n'est pas une seule erreur, Preston. C'est un échec fondamental de l'humanité. La voix de Vernon s'est fait entendre ensuite. Il a dû prendre le téléphone. Mon fils, on a fait ce qu'on pensait être le mieux pour la famille. On essayait de protéger l'avenir de tout le monde. Non, papa. Vous protégiez vos actifs. Il y a une différence. Ne sois pas têtu, Colton. Tu as plus d'argent que tu ne pourrais en dépenser en 10 vies. Ta mère n'est plus la même depuis notre départ. Elle a besoin de te voir. Nous sommes toujours ton sang. Samuel Avsham était ma famille, ai-je dit calmement. Beatrice Washington était ma famille. Les infirmières qui m'ont tenu la main pendant la chimiothérapie étaient ma famille. Timothy, le garçon de 7 ans atteint de leucémie qui dînait avec moi quand ses parents ne pouvaient pas venir. Il était ma famille. La famille ne calcule pas votre valeur sur une feuille de calcul. La famille ne vous abandonne pas parce que vous êtes cher. La famille voit votre valeur quand vous ne valez rien sur le papier. Alors c'est ça. Tu vas nous punir pour toujours. Gardez tout cet argent pour toi comme une sorte de vengeance. Je ne le garde pas, papa. Je le donne à des étrangers qui en ont plus besoin que vous. La fondation Avsham aidera des milliers de personnes dont les familles les ont abandonnés. Des gens comme moi qui ont été jugés trop chers à sauver. Tu fais une erreur, dit-il, sa voix dure maintenant, le masque tombant. Nous sommes ta vraie famille. Non, vous êtes mes parents par le sang. Vous m'avez appris la différence. Sam Avsham, un concierge qui gagnait 17 $ de l'heure, s'est assis avec moi pendant les pires nuits de ma vie. Vous n'avez pas pris la peine de venir me voir après avoir calculé que je ne valais pas l'investissement. Qui, selon vous, a mérité le droit d'être appelé famille? J'ai raccroché et bloqué le numéro. Aujourd'hui, la fondation Avsham a aidé plus de 400 patients abandonnés. Nous avons remboursé 12 millions de dollars de dettes médicales, fourni un logement aux patients en traitement et créé un réseau de soutien qui garantit que personne ne se bat seul. Je garde le badge de concierge de Sam sur mon bureau, à côté de son journal et d'une photo de nous deux qu'une infirmière a prise un soir où elle l'a surpris en train de m'apprendre à réparer mon chargeur d'ordinateur portable cassé. Le cancer m'a appris la mortalité, m'a montré à quel point la vie pouvait être fragile. Mais l'abandon de ma famille m'a appris quelque chose de plus important. Que l'amour ne se mesure pas en dollars. La famille n'est pas définie par le sang, et parfois les anges les plus discrets sont ceux qui passent la serpillière sur les sols des hôpitaux à minuit, portant des millions dans leur cœur tout en poussant des balais avec des mains qui valent plus que de l'or. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, veuillez la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il vaut la peine d'être sauvé. Laissez un commentaire ci-dessous sur les anges inattendus dans votre propre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires qui nous rappellent à tous notre valeur incommensurable.